1992, c'est que la France a été confrontée à un grand problème sur le dragage. Surtout, par exemple, le port de Marseille, le port de Dunkerque. C'est des grands ports. Et donc, vous avez des grands navires qui viennent de l'Inde, de la Chine, qui ne peuvent pas rentrer, par exemple, à Dunkerque ni au Havre. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à draguer. Le dragage coûte très très cher. Et que les navires, au lieu de passer directement donc, par Dunkerque, qui vont directement à Marseille, ou bien ils vont stationner à Anvers, en Belgique, pas très loin, où le dragage est effectué régulièrement, soit à Amsterdam. Et donc en France, qu'est-ce qu'on faisait? Donc le navire s'arrête très loin, et on va envoyer des petits bateaux qui vont décharger le grand bateau pour la poussée d'Archimède, et le bateau rentre, donc on ne drague pas. Donc il y a un problème économique. Pourquoi on ne voulait pas draguer? Parce que dans les ports, les sédiments sont très pollués. Donc j'avais écrit un article à l'époque dans un journal politique, comme quoi c'est les bombes de demain. Les bombes de demain, c'était les sédiments, parce que sont très très pollués. Et donc ce qu'on faisait en France, en Europe, c'est que souvent il y avait donc, je dirais, des normes pour pouvoir draguer, ce qu'on appelle le géote, ou bien des normes chez nous en France qui sont basées sur l'essai de lixiviation, percolation. Et donc, une fois on dépasse les seuils, on drague des millions de mètres cubes, et puis on va les faire l'immersion à quelques milles de là. Et ça, c'est pas une bonne solution. Parce qu'en fait, puisque vous avez le mercure et les métaux lourds, que vous draguez et vous jetez le sédiment dans l'eau, et bien en fait, la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les poissons vont manger cette pollution, et les poissons, plus ils deviennent grands, plus ils consomment plus de pollution, ils deviennent très pollués. Et donc ça revient à la chaîne alimentaire. Et donc comme ça, on avait convaincu le ministère en France, on a dit l'immersion en mer, c'est très catastrophique pour la mer, et catastrophique pour les poissons, et catastrophique pour la chaîne alimentaire. Et donc c'est pour cela, dans les années 2000, la France a décidé, donc c'est le premier pays en Europe, qui a décidé de faire attention à cette problématique. Et donc moi j'étais chargé par le ministre de l'équipement et de l'environnement à l'époque, donc jusqu'à aujourd'hui, il m'a chargé de gérer toute la problématique sédiment de toute la France, c'est-à-dire tous les ports. Donc à peu près il y a 60 millions d'euros que je dois gérer sur cette problématique-là, et proposer donc ce qu'on appelle des guides méthodologiques pour le ministère. Et à partir de là, je pense que la France va proposer donc un groupe de travail au niveau européen pour pouvoir harmoniser tout ça au niveau européen, parce qu'il n'y a aucune harmonisation sur ça. Donc voilà un petit peu la situation de problème. Et donc moi je suis obligé, donc ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec toute la France, c'est-à-dire on a réuni à peu près une dizaine d'universités, une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, des experts qui travaillent, sont subventionnés pour caractériser les sédiments, voir quel type de traitement on doit faire avant le stockage, et puis troisièmement, quel type de valorisation génie civil, c'est-à-dire en béton, en route, ainsi de suite. Donc nous avons montré, ça fait 7 ans, donc là c'est la démarche, je vais expliquer tout à l'heure ce qu'on appelle démarche sédimentaire nationale. Nous avons montré qu'il y a possibilité, avec le groupe Colas, qui est très connu mondialement, de faire réaliser la première route à base de sédiments, parce que le sédiment, c'est pas le sable c'est un des sédiments, le problème c'est les vases. C'est les vases qui sont très pollués, c'est-à-dire les argiles, les limons, c'est très pollué. Et c'est ça le problème. Donc nous avons, avec Colas, avec leur méthodologie, nous avons pu montrer à l'État que c'est possible de faire des routes. On a fait une route en 2005, une route qui était lancée en 2012. Donc là, sur ça, pour montrer à peu près de 1 km, montrer qu'il y a possibilité de faire. Nous, on a instrumenté comme dans les mâches-fer, au niveau mécanique et environnemental, parce qu'en fait, c'est comme les mâches-fer, parce qu'il y a des métaux lourds. Si jamais il y a la percolation ou bien la lixiviation, on peut aussi, je dirais, polluer la nappe. Donc voilà à peu près l'idée. Mais par contre, l'idée, donc au départ, il fallait harmoniser tout ça. Donc si on stocke, si on interdit l'immersion en mer, il va falloir maintenant stocker à terre. Or, la loi sur l'eau à terre, il est différent de la loi sur l'eau en mer. En mer, c'est très strict, parce qu'en fait, l'eau doit être propre, et donc il y a des lois qui existent depuis 20 ans. Par contre, sur Terre, il n'y avait rien sur les sédiments. Et la France, il est, depuis maintenant 7 ans, 8 ans, il est confronté à un problème réglementaire. Comment je dois stocker ces sédiments? Quelle loi je dois imposer?
Et donc, il y a un problème réglementaire de toute la France. Et donc, l'idée aussi, c'est réunir des groupes de travail autour de l'ADEME, les chimistes, pour savoir quel type de loi il va falloir réaliser, faire accepter par, je dirais, par les politiques, et en même temps par les maîtres d'ouvrage qui sont des ports, qui sont des grands ports autonomes, pour appliquer ça. Donc on travaille sur deux côtés. D'abord le stockage à terre, donc quel type de stockage, et quel type de valorisation, et quel type de guide méthodologique. Voilà, donc en fait je présente maintenant tout de suite la méthodologie. Donc j'avais proposé, ça fait 6 ans qu'on est en train de l'appliquer. Et tout à l'heure je présenterai un film, parce que là on a travaillé que le sédiment marin, mais pas sur les sédiments fluviaux. Parce que le Nord-Pas-de-Calais, donc en fait, on a une histoire très importante industrielle. Le Nord, c'était les mines, c'était l'industrie textile, et les sédiments aussi fluviaux, qui sont aussi, voire plus contaminés par rapport aux sédiments marins. Et ça, c'est un autre problème qu'on a démarré, ça fait 2 ans, 3 ans, pour comment adapter cette méthodologie que nous avons conçue sur les sédiments marins, à adapter pour les sédiments fluviaux. Il y avait 2 choses qui étaient différentes, c'est que le sédiment marin, il y a le sel. Sédiments fluviaux, il n'y a pas de sel. C'est ça la différence. Et ben, on ne voit plus que dans la différence. Donc, le sédiment marin, il n'y a pas beaucoup de matière organique. Or, au sédiment fluviaux, il y a beaucoup de matière organique. Or, tout le monde, les gens qui travaillent sur le béton, matière organique n'est pas très bon pour le béton. Alors que le sédiment marin, il n'y a pas beaucoup de. Donc, en fait, il y a au niveau de valorisation la même chose. Il y a confrontation sur ça. Mais on a réussi quand même à adapter des choses. Et ce qui est important en France, c'est que maintenant, les grands groupes comme Bouygues, Eiffage, Colas, Cita, tous ils s'intéressent maintenant à cette problématique parce qu'il y a l'État derrière. Et ça devient maintenant un matériau alternatif. Qu'est-ce qu'un matériau alternatif? Donc je dirais, puisqu'on a depuis 2003, on n'ouvre plus de carrière, maintenant ça devient vraiment. Donc, voilà un petit peu la méthodologie. Hein. Donc l'idée, c'était quoi? Premièrement, on présente une nouvelle la méthodologie de gestion des opérations de dragage et une méthodologie de la valorisation des sédiments en génie civil qui sera appliquée donc des projets civils matériaux, projet national 2014-2017. Donc jusqu'à 2009-2014, on a fait cette méthodologie au niveau laboratoire. On a fait quelques planches expérimentales et aujourd'hui, on va l'appliquer dans toute la France jusqu'à 2017. Donc j'ai un mandat au ministère de suivre toutes les opérations. Donc il y a tous les laboratoires Pêche-Chaussée travaillent avec moi, le CT, donc le CRMA, hein, et je dois harmoniser et proposer avec des groupes de travail, avec le ministère, je dirais, donc la méthode. Outre, elle a été réalisée dans un contexte de développement durable. Donc il favorise selon donc, la démarche d'écologie industrielle, le développement et la mise en œuvre des solutions de valorisation des matériaux de dragage afin de minimiser l'impact environnemental du dragage. Parce que le dragage crée un impact, et si tu fais l'immersion, c'est un impact, et maintenant on doit travailler sur les deux. Donc voilà le schéma que j'avais proposé maintenant donc, en France, donc maintenant ça fait 7 ans. C'est que premièrement, donc, là, à l'époque, pour bien cerner le problème, comme je dirais, je me suis inspiré un petit peu sur le MHFR. La récolte dans une ville, comme il faut faire, donc il fallait une méthodologie. Je propose cette méthodologie, je dis voilà, étape 1, donc en 5 étapes. Donc vous avez le dragage et le zonage. Après l'étape 2, donc c'est le stockage. Bien sûr, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, tous les ports en France qui veulent intégrer les projets sédimatériaux, ils sont financés par l'État. C'est-à-dire, dans l'étape 1 dragage, on peut donner jusqu'à 1 million d'euros d'aide. 1 million d'euros d'aide pour draguer d'une manière écologique. Parce que là, il y a beaucoup de types de dragage, on peut draguer n'importe comment, mélanger les choses, et le dragage, il y a plusieurs types. Donc écologique, on peut donner jusqu'à 1 million d'euros pour amener. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, donc bien sûr, j'ai dit à l'État, il faut de subventions si personne ne suit, parce qu'il n'y a pas d'argent pour rien faire. L'étape 2, c'est le stockage. Comment il faut stocker? Parce que quand on va stocker, parce qu'on n'a pas l'habitude de stocker les sédiments, on a l'habitude de stocker tous les déchets, sauf les sédiments. Donc le stockage, normalement, pour ne pas avoir la pollution, il faut des géomembranes, il faut de l'espace à suite. Par exemple, le port de Marseille et de Havre, ils ont la place. Quand vous prenez des ports comme Boulogne, Calais, ou bien des ports de Plaisance, ils n'ont pas de place. Donc là, c'est des cas. Donc aussi, pareil, on peut aller jusqu'à 2 à 3 millions d'euros pour chaque maître d'ouvrage, port qui veut s'investir sur le stockage sur place. Et le stockage, c'est pas pour stocker les sédiments à vie, non. Stockage dans une perspective de valorisation. Donc on ne fait pas, l'idée c'est valoriser. Après vous avez l'étape 3, donc quand tu stockes, il va falloir maintenant cribler. Parce que nous avons constaté que la pollution, c'est dans les fines. C'est dans les fines, c'est pas dans le sable. Et donc premièrement, il y a plusieurs types il y a le criblage, l'hydroxychlorose, ainsi de suite. Et tout ça, les pauvres ne veulent pas investir. Moi, je drague, je jette en mer. Pourquoi je vais faire stocker? Après, je fais des traitements, ça me coûte très cher. Et donc là aussi,
Donc on réunit les industriels, ils sont toujours financés. Parce qu'on ne peut pas faire avancer la loi s'il n'y a pas de financement derrière. Donc l'étape 4, ce qu'on appelle c'est les formulations. Et formulation, et vous avez la constitution de matériaux alternatifs. Matériaux alternatifs, comment on doit travailler pour que ce sédiment devienne un matériau alternatif pour les routiers. Et donc pour les formulations, ça les universitaires, ils sont contents. Parce qu'en France, je dirais, il n'y a plus d'argent pour les scientifiques. Donc le fait d'entrer dans ces 10 matériaux, pour les géotechniciens et les génies civils, et bien, ils ont des fonds. Et c'est un laboratoire qui va travailler sur un sédiment, il peut recevoir d'aide 200 kg € de caractérisation technique, boîte de gaz à grand tri, accès, ainsi de suite. Hein. Et pour la formulation, pour réussir à avoir jusqu'à 200 kg € pour recruter quelqu'un pour qu'il travaille. Et l'étape 5, c'est le suivi. Donc le suivi, c'est quoi? C'est réalisation des vraies planches expérimentales. Si je veux montrer que le sédiment peut devenir un matériau alternatif pour la route, et bien on doit lancer une route. Donc il faut un industriel. Donc il y a un appel d'offres, hein, Colas, Eiffage, ainsi de suite, et on lance donc en fait une route. Après il faut faire un suivi. Et le suivi c'est qui? Ben, c'est les scientifiques toujours. Suivi mécanique, environnemental, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est la première fois en France où on rassemble les scientifiques, les maîtres d'ouvrage, les politiques et les industriels. Donc c'est un travail de groupe depuis une dizaine d'années pour pouvoir avancer. Voilà un petit peu les étapes. Donc pour converger, donc l'objectif c'est quoi? C'est de converger à court terme, on veut vraiment rapidement, parce que l'État français veut proposer quelque chose pour l'Europe, vers une harmonisation des démarches de gestion des sédiments. Donc pour ce faire, il est indispensable, comme vous avez expliqué donc, au ministère, de bâtir un référentiel commun, c'est-à-dire commun à tous les ports. Outils concrets et opérationnels pour toute la problématique de gestion terrestre des sédiments dragués. Donc c'est l'objectif de ce programme sédimentaire. Donc il faut un référentiel comme en France. Par contre, maintenant tous les ports, chacun a sa solution, parce qu'on veut se débarrasser de sédiments, il faut se débarrasser, donc il y a une méthode. Donc l'idée donc dans ça, je dirais donc pour le moment, ce n'est pas tous les ports qui adhèrent, il y a une dizaine de ports, une vingtaine, c'est une démarche volontaire. On ne veut pas obliger les ports de rentrer dans ces 10 matériaux. Celui qui a sa façon de draguer, il peut continuer de draguer, sa façon de stocker, hein. Mais par contre, à partir de 2017, il va subir. L'État va lui imposer. Il dit, monsieur, voilà la réglementation, voilà la méthodologie, et vous êtes obligé de suivre. Par contre, ceux qui rentrent dans ces 10 matériaux de maître d'ouvrage de grands ports, ils ont des facilités, ils ont des subventions, ils peuvent imposer leurs idées et leur façon de faire. Et donc en fait ça c'est très important dans ce cadre-là, parce que le ministre dit on ne peut pas imposer, au moment où il n'y a pas de réglementation au niveau européen, ni au niveau international, il y a la réglementation, je dirais, en mer, pas plus. Donc les principales étapes de la méthodologie sont basées sur l'approche méthodologique développée dans le cadre PREDIS. Le PREDIS, c'est le programme que j'avais lancé à l'époque, dans les années 90, sur les mâchoires en fait. Hein. C'est le programme de déchets donc, industriels, ainsi de suite. Et donc on a fait un programme, et donc je suis inspiré de ça. Et on s'est inspiré de guides de la Direction Générale des Routes, du ministère, pour les filières de valorisation de TP. Donc l'idée, c'est rester toujours proche des directives donc, je dirais, donc, européennes et françaises et des guides qui sont réalisés. Donc, maintenant je passe aux 5 étapes. Donc, on a premièrement l'approche scientifique et de l'approche méthodologique pour la gestion à terre des sédiments marins dragués, afin d'éviter ce qu'on appelle une gestion désorganisée de ces dernières. Parfois, on dissémine ces produits dangereux dans des carrières, dans des décharges. Alors ces décharges-là, puisqu'il n'y a pas de loi, mais ils ne sont pas obligés de prendre ces sédiments. Donc on va éviter la dissémination des uns. Donc la démarche collective qui sera amenée en collaboration avec les 4 services de l'État, le ministère de l'écologie. Moi j'avais dit donc au cabinet du ministère, il faut absolument avoir les 4 services du ministère. Il n'y a pas que le ministère, parce qu'on a le ministère, ce qu'on appelle le DGPR, service de gestion des déchets, vous avez le service de gestion de l'eau et gestion de l'environnement. Et donc en fait, le même ministère se bagarre entre eux. On ne peut pas même pas les associer, chacun a sa loi sur l'eau. Et donc moi j'avais dit au ministère, dans le cadre de ces sédiments, on est obligé de rassembler les 4 services. Sinon on ne va pas avancer, on ne va pas faire une loi sur l'eau, une loi sur le stockage, sans que ces 2 ministères. Donc on arrive maintenant quand même à associer dans le cadre que des sédiments, mais sinon ils sont toujours pas d'accord entre eux dans plusieurs points. Donc avec un GT filière, le groupe de travail filière,
à mettre en place des composites. Donc nous avons déjà mis un groupe en place qui rassemble les industriels pour recevoir. Donc je pense qu'on est très en avance pour cette thématique par rapport à leur organisation nationale. Donc la phase 1, c'est quoi? C'est tout simplement un complément d'analyse. Donc on impose maintenant, c'est pour ça que je dis c'est une démarche très lourde. Un port seul, c'est impossible. Donc, comme il me disait, donc, par exemple, pour Dunkerque, il me dit, moi, 100 000 euros, c'est mon budget de fonctionnement. Et le dragage, ça peut coûter entre 300 et 400 kg. Il me dit, mais je ne peux pas mettre 4 fois mon budget de fonctionnement de mon port pour draguer. Donc, moi, je drague là. Donc, il y a des aides. Donc, l'idée, donc, en fait, c'est premièrement, c'est le dragage. Parce que là, je cite le port exemple de France, c'est le port de Dunkerque, c'est 30 km de longueur. Donc en fait, ce que nous avons fait, donc on a imposé ce qu'on appelle le zonage. C'est-à-dire à l'époque, quand on draguait 30 km. Et donc 30 km, vous avez des usines qui sont installées sur le port, par exemple Total, vous avez des usines comme Arcelor, donc tous ces usines-là polluent. Et on ne sait pas comment il faut dépolluer ces sédiments. Donc en fait, on a imposé ce qu'on appelle le zonage, d'abord avec les plongeurs, on a pris 30 km, on a fait des échantillons, et on a analysé ça au niveau géotechnique, chimie, minéralogique et pollution. Donc c'est 30 km. Et le fait d'analyser 30 km, on s'est rendu compte, en fait, ça devient comme maintenant, je peux dire, n'importe un port de Dakar, si vous allez draguer là, vous avez le sable. Là, vous avez des mélanges, limon et sable, là, ainsi de suite. Au niveau pollution, la même chose. Et donc, comme on avait dit donc, au préfet, on va suivre aussi la pollution, parce que je sais qu'au total, c'est les HAP. Arcelor, c'est tel. Donc maintenant, le pollueur-payeur à Dunkerque, ça marche. Parce qu'en fait, on peut par la suite, chaque 6 mois, passer faire des analyses et puis dire, voilà, vous avez pollué, vous allez draguer et vous allez traiter. Donc vous voyez, donc, l'idée de ce dit matériau, c'est pas de draguer tout le temps, non. C'est vraiment d'arrêter, que le sédiment devient propre un jour et qu'on... Voilà. Donc, deuxièmement, j'ai intégré ce qu'on appelle le risque sanitaire. Comme nous, j'ai essayé, on n'a pas cet aspect. C'est quoi le risque sanitaire? Deux côtés. Quand tu vas utiliser ce sédiment, je dirais donc en route, eh bien, il faut voir, étude théorique, quel est l'effet sur la santé de l'homme, quel est l'effet sur la santé de la biodiversité, quelle est la santé, ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est savoir minimiser les risques et étudier les risques avant chaque utilisation. Donc on estime des expositions et c'est déroule en plusieurs étapes. Le choix argumenté de voies d'exposition retenues, inhalation, ingestion, contact cutané. Par exemple, si vous utilisez une butte paysagère ou une route ou un béton, il va falloir décrire les possibilités de contamination. La description des méthodes d'outils utilisés pour la détermination de concentration dans les différents médias environnementaux, l'air, sol et végétaux. À ce stade, sont introduits que les données donc, de l'état initial dans l'air, le sol. Puis après, la définition des scénarios d'exposition qui précisent les populations ciblées. Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est la biodiversité? Est-ce que c'est les vers? Les durées d'exposition, les hypothèses alimentaires. Puis après, on fait le calcul. À partir de tout ça, la géotechnique, donc en fait, peut commencer et les formulations peuvent suivre par la suite. Et donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut rassurer, pas comme dans le cas des mâchefers, qu'aujourd'hui, on va faire une utilisation de ces sédiments d'une manière intelligente. La caractérisation de risque, donc pour l'effet toxique au seuil, il consiste donc à calculer un quotient de danger. Et en même temps, pour les effets sans seuil, il consiste à calculer un excès de risque individuel de développement de cancer. L'analyse des incertitudes, la caractérisation du risque. Donc en fait, on veut vraiment, quand on fait un guide géotechnique, qu'il y a la partie risque environnemental derrière. Donc les conclusions d'abord, avant toute étude géotechnique et formulation bien en route, les résultats sont résumés donc, et commentés et mis en prospective, comme on voit au ministère pour chaque sédiment. Si les niveaux d'exposition sont jugés trop élevés, ou les incertitudes bien sûr aussi très, très importantes, les gestionnaires, maîtres d'ouvrage, pourront être amenés à revoir les conditions de traitement. C'est-à-dire, voilà, moi je vais traiter mon sédiment, j'enlève la pollution, le transport par air et remploi des sédiments, afin que la filière proposée pour assurer donc, la recevabilité de projet en accord avec la réglementation et les autorités administratives. Parce qu'en fait, il y a les DREAL en France, ils ne peuvent pas utiliser donc, des matériaux toxiques. Donc en fait, c'est la première démarche, c'est le risque sanitaire, avant de faire la géotechnique, parce qu'en fait, les géotechniciens disent, oui, bah écoute, les sédiments ont de bons caractères géotechniques, donc j'utilise. Et donc là, on est à peu. L'étape 2, c'est le stockage. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est déshydratation, parce que le problème des sédiments aujourd'hui, quand vous sortez, on drague, les sédiments sont pleins d'eau.
80% de cécité. Vous avez 80%. Donc pour sécher, il faut beaucoup d'énergie. Ça coûte très cher. Donc plutôt que nous avons proposé le stockage à terre, c'est-à-dire le séchage avec la humidification, avec le soleil, et on ne veut pas vraiment que ça soit très cher. Et donc en fait le traitement reste 6 mois. Effectivement, ceux qui ont l'espace, ils peuvent attendre 6 mois, avec l'été, ainsi de suite, l'eau s'évapore, on fait des ondins. Et je dirais les meilleures donc, méthodes pour le stockage, ce sont les Belges. Donc nous, en France, on n'a pas su, c'est-à-dire à travers ces 10 matériaux, on a fait donc un appel sur le GPD et tous les Français qui ont postulé, qui n'ont pas eu le marché, et c'est l'un des nuls international en visant, qui ont eu donc le marché français avec moi dans ces 10 matériaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont proposé une méthode simple, c'est tout simplement des ondins de sédiments. On va les tourner régulièrement chaque 2 mois. On fait passer des pelleteuses. Et puis en fait, ça coûte 0 francs par rapport à l'Ouest belge ou bien par rapport à CITA, France, où ils demandent 60 euros le mètre cube. Et là, ça ne coûte pas même pas 4 euros le mètre cube. Et donc, ils ont le marché. Donc aujourd'hui, mes partenaires avec le ministère, ce sont les Belges, ce sont Envisance, et c'est Yandini, ceux qui ont fait les palmiers à Dubaï en fait. Donc, ils travaillent en Tunisie. Et donc, c'est eux qui suivent toute cette partie-là. Donc j'ai plusieurs films avec eux. Donc, deuxième étape, bien entendu, là, effectivement, c'est des Français. Donc, la deuxième étape, c'est celle-là. C'est-à-dire, dépend de la qualité des sédiments des ports. J'ai peint des grands ports autant Dunkerque, on n'avait pas ça. C'est-à-dire, donc, tout ce qui est criblage à 20 mm, à hydrocyclonnage, donc on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sédiments de dragage de Dunkerque sont propres. On n'a pas. Par contre, j'ai un autre projet à Toulon. Là, on est obligé de faire ça. À Toulon, c'est vraiment très pollué. Et vous avez donc, à l'époque, c'était avec Ali Omari qui était ministre de la Défense. Il fallait construire ce qu'on appelle le porte-avions qui devrait rentrer à Toulon. Et là, il fallait étudier tout de suite les sédiments. Donc là, d'abord, quand on a travaillé sur les sédiments, la peinture, donc les confidentiels, avec les militaires, vous ne pouvez pas. Et deuxièmement, dans ces ports-là, on a aussi des munitions qui sont dans les sédiments qu'on voudrait. Vous trouvez des grandes bombes, ainsi de suite. Et vous ne pouvez même pas faire le criblage. Et vous trouvez aussi dans ces ports-là des engins, des voitures, vous avez des grands cailloux. Donc ces étapes-là, ils sont sur l'étape intermédiaire de traitement. Et donc en fait, les grands ports, ils ne peuvent pas draguer, enlever les bicyclettes, les machines à laver, les machins, ça coûte très cher. Dis-moi, c'est pas mon travail. C'est pour ça qu'on finance aussi. Les ports, par exemple, de Toulon sont financés pour faire ça. Par contre, Dunkerque, non. Donc l'étape 4, c'est la constitution de matériaux alternatifs, études scientifiques, et bien ça, je pense que la France, les laboratoires géotechniques de France vivent de nouveau, parce qu'on voit bien que tous les laboratoires marchent, il y a des doctorants, il y a des thésards qui travaillent, en fait c'est un programme qui va rester une dizaine d'années. Donc c'est trouver un matériau alternatif et les filières au niveau laboratoire. L'étape 5, c'est la réalisation d'ouvrages. Donc c'est en collaboration, c'est des ouvrages, je pense, c'est des ouvrages à échelle 1. C'est important pour les ingénieurs, c'est important pour les scientifiques et c'est important aussi pour les routiers ou bien les grandes entreprises parce que là, ils voient la réalité des sédiments. Est-ce qu'ils sont utilisables ou non? Après, vous avez suivi de 2 ans, le suivi environnemental. Donc voilà. À ce stade, donc, il y a l'étape 1 qui va être développée puisque les analyses correspondantes relèvent d'une approche type recherche et non réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien imposer, c'est vraiment non réglementaire. L'analyse du point de partage déchets dangereux, déchets non dangereux peut se faire à travers l'utilisation de protocole H14 ou autre à définir dans le cas des sédiments. Parce que quand on parle pour les sédiments, c'est-à-dire au niveau européen, il y a ce qu'on appelle 14 critères, H1, H15. Donc pour un danger, donc on UCB, donc quand vous avez un déchet, il doit, subir les 15 critères, jusqu'à H15, explosion, machin, ainsi de suite. Et donc à partir de là, vous dites, déchet dangereux, non dangereux. Mais si dit, il n'y a pas. Donc nous avons proposé le H14, parce qu'en fait, ça vous donne le curseur. Donc maintenant, les grands ports, ils peuvent dire, mon déchet n'est pas dangereux. Il va le mettre, et pourtant c'est dangereux parce que sur des analyses, il n'y a rien, on ne peut pas. Et donc la première étape qu'on a fait, donc ça fait 2 ans, c'est adapter un critère H14. Maintenant le critère H14, on l'a, ça y est, et on arrive maintenant à mettre le curseur. Bon, il y a beaucoup de maîtres d'œuvre qui ne sont pas d'accord avec le truc. Parce qu'en fait, si vous êtes dangereux, vous passez de 10 euros, 20 euros mètre cube à 300 euros mètre cube. Donc vous voyez, et le port de Dunkerque, c'est 4 millions de mètres cubes par an. C'est-à-dire que vous avez 5 cm par jour. 4 millions de mètres cubes par an. Si vous voulez stocker 4 millions de mètres cubes, il faut
faut vendre toute la France, c'est pas possible. Donc le critère de dangerosité, c'est très important pour la valorisation. Donc la phase de récupération, comment j'ai travaillé au départ, je dis voilà, les analyses complémentaires sont définies en fonction de l'accompagnement scientifique. Donc, premièrement, pour avoir moins de... Parce qu'en fait, les ports, ils ont déjà leurs études. Ils font ce que j'ai imposé avec l'équipe qui travaille au niveau national avec moi. Chaque port qui est volontaire ou un maître d'ouvrage, il nous ouvre le site. On va faire visiter le site. On récupère des données techniques, plan de situation où ça se trouve. Plan détaillé, plan bathymétrique. Le cadre géomorphologique, pareil. On regarde aussi géologique. La liste des accidents dans le passé. Donc tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, bon, il y a eu le mercure. Liste des pollutions répertoriées. Et donc à partir de là, on note en général les données existantes qui ont été obtenues dans le cadre réglementaire. Parce qu'en fait, le milieu marin, ils ont beaucoup de données. Donc moi, ce que j'ai fait pour chaque port en France, j'ai rassemblé toutes les données et j'ai mis tout ça dans un fichier pour leur dire, voilà, vous avez des analyses, maintenant il manque ça, ça, ça. Et donc ça coûte moins cher pour l'État, ça coûte moins cher pour tout le monde. Donc l'idée, c'est que j'ai proposé donc, un logiciel où on va faire des fiches sur les sédiments, les fiches sites et les fiches pour comparer les données. Donc à partir de là, on avait donc la veille législative, une mise à jour des lois qui existent. Après, j'ai proposé donc la problématique, vous avez deux problématiques ici, hein, donc voilà, traitement des données. Vous avez donc ici soit nécessité de dragage, soit non. Donc non, si vous n'avez pas besoin de draguer, on va vous donner de l'argent pour que vous draguiez, parce qu'on va vous encourager pour faire le dragage. Hein. Donc soit on fait l'immersion simple, donc vous faites l'immersion simple. Donc si vous suivez les analyses et que c'est la loi de l'eau, ça marche très bien, vous pouvez faire l'immersion. Sinon, vous êtes obligé de faire le stockage. Donc si vous faites le stockage, premièrement, on va faire une étude sur le traitement qu'on finance, et puis valorisation, et puis après on fait le suivi sur le terrain. À partir de là, j'ai proposé de faire des fiches historiques, on voit bien, et puis ce qu'on appelle des fiches sites. Donc chaque port, ils ont des fiches de données qui existent. On fait des comparaisons, fiches de données, fiches de référence. Et donc à partir de là, on voit bien en récupération des données. On récupère aussi donc les plans pour tous les ports. Et donc j'explique ce qu'on a fait pendant 4 ans, c'était beaucoup de travail. Et puis à partir de là, on a le zonage, le fiche historique et la fiche site. Donc on peut tout de suite comparer sur les deux. Parce que le site, parfois, vous avez des usines dans le passé. Hein, si on prend une centaine d'années, par exemple, sur le port de Dunkerque, il y avait des coqueries avant Total, puis il y avait Total Distribution. Donc à partir de là, on découpe le projet et on va faire directement l'échantillonnage sur les données. Comme ça, on gagne plus de données. À partir de fiches de données, on fait la comparaison avec les fiches existantes et les fiches de référence. On dit voilà, on a le classement par zone. Zone polluée, peu polluée, ainsi de suite. À partir de là, par exemple, voilà la fiche historique. Qu'est-ce qu'on trouve dans la fiche historique? Fiche historique, on trouve la constitution des évolutions. On a l'histoire de l'industrie, hein, le nom de l'industrie, la date d'implantation en matière. Parce que tout ça, pourquoi j'ai fait ça? J'ai dit au ministère, on ne peut pas, payer éternellement les scientifiques et les entreprises pour toujours traiter l'autonomie. Avec cette méthode-là, je pense dans 15 ans, 20 ans, on va savoir qui pollue et comment ça marche. Donc les activités, pareil. Donc vous avez les dates d'échantillon. Ça, c'est la fiche historique. Maintenant, si je revois la fiche, ici, site, sur la fiche site, vous allez trouver, par exemple, ici, j'ai imposé système, mais c'est la carte de site. On voit bien aussi l'implantation des industries. Et on a ici toutes les zones de plaisance, parce que la plaisance, c'est pas la même chose. Vous avez des zones de mouillage, les zones touristiques, zones de culture, le site de déchets militaires, comme par exemple à Toulon, transport de matières premières, ainsi de suite. Donc on voit bien toutes les données qu'on a là. Après, donc, j'ai imposé ce qu'on appelle fiche de données. Fiche de données, c'est géotechnicien. Donc ici, on voit bien qu'on connaît la matière sèche, granulométrie, la masse volumique, la densité, la teneur. Et donc, en fait, l'idée, c'est rassembler toutes les données sur un port. Donc ça, c'est pour l'hydrocarbure, le sulfure, ainsi de suite. J'ai rajouté ce qu'on appelle la biologie. Parce que la biologie, bio-essai. Parce qu'aujourd'hui, en général, quand on dit un matériau, il est pollué, on regarde que l'aspect physico-chimie. Mais on ne regarde pas la partie biologique, la bio-essai écotoxiste. C'est-à-dire vous pouvez avoir un matériau qui n'est pas dangereux parce que les seuils chimiques, ils ne sont pas dépassés. Mais il peut être même dangereux parce que écotoxique. Parce que par exemple, quand on a fait des essais sur le sédiment, on met des terres de verre, les vers de terre, ils crèvent tout de suite. Parce qu'en fait, le sédiment, il est pollué. Donc voilà les fiches. Donc l'organisation des étapes. Donc en fait, pour ne pas, ce qu'on appelle pour eux, donc, la procédure Bouchardot, les maîtres d'ouvrage, il ne faut pas les ralentir. Il dit, moi je dois faire le dragage, mais dans 15 mois.
Donc le scientifique, on leur dit, on ne va pas vous retarder, vous lancez votre procédure Bouchardot, et on va vous suivre et vous n'allez rien perdre. Donc en fait l'idée, ne pas retarder le maître d'ouvrage pour faire le dragage. Le scientifique, on doit faire notre étude. Et une fois qu'ils ont terminé, ils ont l'accord de ça. Donc voilà un petit peu donc, l'idée de dragage. Donc on prend géode, donc géode que vous voyez ici, ça c'est la mer, toutes les analyses mer. Ici c'est l'impact sur le dragage. Ils sont obligés de faire ça avant de draguer. Et la grille, c'est l'État qui leur donne l'instruction, est-ce qu'ils peuvent draguer ou non. Et vous avez ici la gestion inter qu'on a intégrée. Donc l'idée, ce qu'on nous a imposé dans notre, c'est en vert. Je dis pour le maître d'ouvrage qui ne peut pas draguer, les scientifiques, ils vont envoyer des plongeurs, analyse géode, au lieu de faire une analyse seule, on va demander aux plongeurs de ramener plus d'échantillons pour que les géotechniciens et les mécaniciens en vert faire des analyses complémentaires. Hein, d'accord? Comme ça, en même temps, ils ont des analyses pour l'eau et en même temps pour l'eau. Donc ceux qui n'ont pas de l'espace. Et donc à partir de là, on fait le suivi des chantiers et on continue. Maintenant, si je prends deuxième étape, études scientifiques, des étapes 1 à 4, le guide de dragage. Donc ici, là, il y a 18 mois. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez deux choses. Vous avez soit le maître d'ouvrage portuaire, comme vous avez ici, soit le maître d'ouvrage de la filière. Parce qu'en fait, le maître d'ouvrage de la filière, ça peut être Colas, ça peut être FH. Et parfois, vous avez que le maître d'ouvrage lui-même, il veut s'occuper de ces sédiments. Il ne veut personne. Donc dans ce cadre-là, pareil, donc il y aura un stockage. Donc au lieu de faire des analyses dans le port, on fait des analyses dans le stockage. À ce moment-là, c'est Colas ou bien FH qui va s'occuper de ces analyses géotechniques pour les aider. Et je dirais donc c'est une démarche qui est maintenant bien organisée parce qu'il y a tous les services de l'État et on suit exactement, on n'a aucun retard. Le retard là, c'est politique, il existe et puis c'est bon, je pense, hein, aucun retard. Donc voilà un petit peu la méthodologie sur le stock tampon. Donc si je regarde maintenant la conception et lancement d'un ouvrage, donc pour suivre et valider la faisabilité industrielle, donc on a besoin de 12 mois. 12 mois, bon c'est vrai, d'autres instituts disent plus. Donc, dans la bonne qualité, la représentativité sont impératives, permettra de préparer les différentes fonctions du produit. Et j'ai créé une fiche sédiment, c'est celle-là. Donc, les géotechniciens connaissent très bien. Donc, moi, j'ai donné des fiches. Bon, cette fiche qui coûte à peu près 300 € pour chaque laboratoire. Donc, les mécaniciens calculaient ce qu'on appelle analyse granulométrique, les limites d'intervalle, les picnomètres à hélium, la calcination, le pH mesure. Après, on fera ce qu'on appelle les pénotromètres, le sismomètre, tout ça c'est odomètre, ceux qui ont fait l'essai triaxial, la boîte de gaz à vent, perméabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée d'avoir une fiche sédiment, ça nous permet, parce qu'on a un industriel qui va traiter les sédiments, on peut comparer rapidement. Vous avez donc le traitement miracle. Vous avez l'OS va dire, moi, avec ma chaux, je traite le sédiment, il devient positif. En fait, on peut comparer. Donc, si je prends par exemple le sédiment brut et traité à 5%, on peut comparer les caractéristiques mécaniques. Je dis voilà, le traitement a bien amélioré mon sédiment ou bien n'a pas amélioré. Donc, ça permet de contrôler, je dirais d'une manière finale, cette fiche. Vous avez la même chose pour la classification. Vous pouvez faire la même chose. Donc, vous voyez, donc sédiment pollué ou non pollué. On regarde pareil, avec la même fiche qui est logique. Je peux tout de suite dire votre sédiment il est très bien, il est pollué, mais il a besoin de traiter. Parce que les techniques de traitement coûtent très très cher. Idem pour le coefficient de perméabilité. Donc comme conclusion, la fiche sédiment montre que les sédiments pollués possèdent presque les mêmes propriétés que le sédiment non pollué. Grâce à cette fiche, on montre bien d'une manière logique que le traitement des sédiments à 5% de chaux conduit à l'amélioration des caractéristiques physiques mécaniques des sédiments, ça c'est important. Donc le procédé à des analyses plus poussées minéralogiques chimiques de ce que nous avons imposé dans cette partie. Donc je présente l'exemple que nous avons lancé à l'époque sur le port de Dunkerque. Donc en fait, on a passé de laboratoire, ça c'est le port de Dunkerque, c'est 20 km, donc on a suivi donc, là, tout ça, on a fait tout avec les plongeurs, jusqu'à 30 km, on a pris 5 ou 6 ans de travail. Et donc l'idée, comme j'explique au ministère aujourd'hui, les logements, ainsi de suite, ça c'est matériaux construction, le sol marin c'est 1%, c'est rien. Alors que les décharges aujourd'hui, on a besoin vraiment de matériaux pour... Donc en fait les sédiments, ça peut devenir une source alternative très importante pour la France, quoi. Donc le contexte est global. Donc dans le monde, il y a 600 millions de mètres cubes. En France, il y a 50 millions de mètres cubes par an, vous voyez, soit pour créer d'autres ports, soit les entretiens.
Et comme je dis tout à l'heure, ça pour le Nord-Pas-de-Calais, vous avez ici le transport maritime, donc là c'est Dunkerque en fait, vous voyez, Dunkerque et là c'est l'Angleterre, vous voyez. Si on ne drague pas, si le port de Dunkerque ne drague pas, et bien toute l'artère va être fermée. Et donc finalement les bateaux vont partir au Havre, donc c'est comme ça on a convaincu d'abord la région Nord-Pas-de-Calais d'investir à peu près 10 millions d'euros dans toute la problématique scientifique. Et donc si le port de Dunkerque est bloqué, les autoroutes vont être bloquées et tout va être bloqué. Et donc finalement, il y a le commerce. Deuxièmement, l'immersion en mer. Donc ça, c'est quand on fait le clappage. Vous voyez, le nuage d'ici, on clappe, on drague et puis on va jeter à 1000 mètres, bien à 1 km, 2 km. Donc en fait, effectivement, les poissons peuvent bouffer tout ça, puis ça. Donc en France, surtout dans la région de Pas-de-Calais, on a ce qu'on appelle l'érosion. Tout le littoral, ça prend 1 mètre maintenant, c'est énorme. Et la lutte contre l'érosion, c'est très très important, un problème. Donc pourquoi pas ne pas utiliser ces sédiments, 40 millions de mètres cubes, pour lutter contre l'érosion. Deuxièmement, le tourisme, si on ne traite pas les sédiments, vont être pollués, et donc les gens ne peuvent pas nager, donc voilà, il y a un problème, c'est touristique. Quatrièmement, je dis voilà, c'est gestion des ressources, donc on ne peut plus ouvrir de carrière, donc ça devient un matériel alternatif. Et donc cinquièmement, ce qui est important, ce qu'on a créé avec le chômage Nord-Pas-de-Calais, on a créé de l'emploi, il y a plusieurs entreprises qui se sont créées sur le port, qui vendent le sable, qui fabriquent le béton, ça crée de l'emploi. Donc en fait, ça encourage un petit peu. Donc voilà les 30 km du port, hein, on a pris le 30 km, zonage, voilà le zonage. Donc voilà ce que j'avais proposé. Maintenant le port, c'est comme une mine. S'il veut le vase, c'est en noir. Le sablon, c'est en blanc. Donc en fait, maintenant on drague d'une manière intelligente. À l'époque, ils draguaient tout. Et ça c'était quand même une catastrophe. Là, on met une mine, si je veux de sable, et les routiers maintenant qu'on l'a, c'est tout ça, ils cherchent le grain ici. Voilà ce qu'on a montré au niveau laboratoire, béton, on est capable de faire un bon béton, de graves routières, des coulis, granulés artificiels pour le chargement. Donc tout ça, j'appelle Redis et ainsi de suite avec les industriels. Donc on voit bien les industries qui m'ont accompagné pour montrer ça. Il y a Extra, Cita, il y a Onyx, Baudelaire, Environnement, il y a Colas sur la partie route, Envimat, c'était route, Envimat le PAD, le Colas aussi, Envimat. Donc tous ces gens-là ont travaillé. C'est un petit budget au départ scientifique de 700, 500, 200 kg euros avec l'université de Sherbrooke et tout. Donc nous avons fait ce travail. Donc nous avons lancé la première route à l'époque, c'est ça avec les sédiments, c'est des vases qui sont très bien. Et on voit bien que la route aujourd'hui, très importante. Donc cette méthodologie, je l'ai transportée donc, en Allemagne, en Hollande, et avec la Hollande, là on voit bien les Anglais avec les Hollandais, ils utilisent donc la même méthodologie que chez nous, sur la problématique hollandaise. Donc au niveau mécanique, on montre que la route elle est très bien. Au niveau environnemental, on voit bien, il n'y a que le sel, donc il n'y a aucun problème. Les conclusions, c'est que cette méthodologie est le résultat d'un partenariat donc long terme mené donc, par plusieurs acteurs régionaux. C'est pour cela maintenant le ministère a confié à l'école des mines cette partie. Cette collaboration entre industrie, centres de recherche et institutions a permis de trouver des solutions aux problèmes. Grâce à la démarche d'intelligence économique et territoriale, parce qu'on a associé tout le monde, qui s'est traduite sur le terrain par l'utilisation de l'écologie industrielle et par de nouvelles méthodes de caractérisation. Donc la méthode sédimentaire nationale et le programme européen PRISMA. PRISMA, c'est le programme que j'ai adapté pour sédimentaire au niveau Europe. Donc, a permis donc l'intégration de tous les acteurs dans le processus décisionnel. Donc, en fait, ça c'est important parce qu'on va essayer maintenant de vendre cette démarche. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on a abordé maintenant le problème avec les sédiments fluviaux, que j'ai démarré, ça fait 2 ans. Et cette démarche-là, avec les sédiments fluviaux, c'est pas Colas, mais c'était plutôt je vais voir se fermer ça. Hop. Avec les sédiments fluviaux, au niveau national. Donc la même démarche pour les fluviaux, donc en France, pareil. On a essayé de trouver des solutions. Et par rapport aux fluviaux, comme je dis, il n'y a pas de sel, c'est plus simple. Tout simplement, il y a le traitement de matière organique. On diminue la matière organique. Et les premiers résultats donc, avec le béton que nous avons fait montrent que c'était vraiment quelque chose de très intéressant et ça intéresse énormément donc, les industriels. Là, je vous montre juste un fil pour les sédiments fluviaux, parce qu'on démarre. Et ça donne des résultats, je dirais, très intéressants au niveau mécanique. Voilà, comment on va faire ça? Hop. Ah ben voilà. Le sang. Et on voit pas le sang. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose? Aujourd'hui, on extrait au niveau national 21 tonnes de matériel. Le recyclage permet de substituer environ 10% aujourd'hui et on compte monter cette
attention, à 15-20% dans les 5 ans qui viennent. Ce sont des déchets qui sont complexes à valoriser, qui faisaient habituellement l'objet de traitement par enfouissement et qui aujourd'hui, grâce à des process particulièrement innovants et bien positionnés, nous permettent de répondre à ces nouveaux enjeux. Une fois ces matières recyclées, elles participent à la fabrication d'un tout nouveau produit, C-Urban, le béton écologique développé par CITA, un béton adapté à la réalisation de mobilier urbain. L'école des mines de Douai et NeoEco, une société d'ingénierie environnementale, ont travaillé ensemble. En effet, après un an de tests à la fois de coulage et de résistance, ils ont abouti à une formulation innovante. Ces formulations à base de sédiments fluviaux sont rares. L'objectif principal de ce projet, c'est de pouvoir montrer, donc je dirais, donc au pouvoir public, qu'on est capable d'utiliser les sédiments dans le béton avec les mêmes caractéristiques que le béton, je dirais, classique. L'entreprise Doublé, elle aussi toujours prête à relever les défis de l'innovation, a travaillé en collaboration avec la société Pix Design. Ensemble, ils ont mis en application le béton écologique développé par CITA. Être durable et design, c'est tout à fait possible. La preuve, Octave a vu le jour. Ce prototype de borne de stationnement pour vélo est modulable et facile à installer. Le point de départ d'une nouvelle ère. C'est une très belle aventure, c'est une très belle réflexion. Là, nous n'en sommes que début pour l'instant, donc on va regarder comment cela fonctionne. Et puis avec notre partenaire CITA, voir de quelle manière on peut concevoir effectivement d'autres produits pour enrichir cette gamme de produits qu'on espère voir dans notre environnement urbain très bientôt. Cette borne de stationnement pour vélo est un exemple concret de ce que l'on appelle l'économie circulaire. Avec C-Urban, ce sont des sédiments, des sables de fonderie et des gravats recyclés qui remplacent le sable et les granulats de carrière. De cette façon, on puise moins dans les ressources naturelles et on crée de nouveaux métiers d'avenir. On se doit tous de remplacer les matières premières par des matières premières secondaires et c'est tout le rôle et tout l'enjeu de l'économie circulaire. Donc voilà, je voulais montrer que pour les fluviaux, on a démarré, donc le marin, on avait 10 ans d'avance, et les fluviaux, en fait, on vient de démarrer, ça fait 2 ans, ça donne des résultats très intéressants, et donc quand on voit des entreprises comme CITA qui sont donc, intéressées par ce problème-là, je pense que pour nous, je vous remercie. D'ailleurs, CITA, c'est eux qui ont le marché à Casablanca cette année, sur la décharge de Casablanca. Ils ont eu le marché aussi donc en septembre, que j'ai accompagné à Tanger. L'idée en fait, c'est avec CITA, donc ici, Casa et Tanger, comment aussi utiliser le sédiment du port de Casa, qui est très poli aussi, et le plus grand port de l'Afrique de Tanger, améliorer tout ça avec CITA. Donc l'idée, c'est on verra dans 5 ans, 6 ans. Je vous remercie. Merci, professeur Abariac.